Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 5e édition donc, de ces Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Merci pour votre présence. J'ai le plaisir, donc je suis Florent Lacasse, rédacteur en chef de Bâti Actu, j'ai le plaisir d'animer cette séquence de conférences jusqu'à 12h30. Et nous allons commencer avec un sujet donc sur la qualité. La qualité rime-t-elle toujours avec prix élevé? Et nous avons le plaisir, pour échanger sur ce sujet, de recevoir donc Madame Corinne Langlois. Vous êtes sous-directrice à l'architecture, à la qualité de la construction et du cadre de vie au ministère de la Culture. Bonjour Madame. Et également Ingrid Napi, vous êtes économiste, spécialiste de l'immobilier et du logement, professeure à l'École des Pompes Paris Tech et directrice de recherche à l'Institut Louis Bachelier. Bonjour Madame, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va peut-être commencer, je vais me tourner vers vous Ingrid Napi, donc vous êtes l'une des rares économistes de l'immobilier spécialisée dans ce domaine. Pourquoi on en est amené à se poser cette question que la qualité devrait être forcément liée à un prix élevé? Il y a un peu de l'arsène, oui. Bon. Ok. Vous m'entendez là aussi? D'accord, très bien. Alors pourquoi d'abord, j'aimerais peut-être, si vous le voulez bien, révoquer la complexité du calcul du prix du logement, qui est quand même un bien produit, donc du secteur industriel, très atypique, pour tout simplement 3 raisons que je vais évoquer. Donc d'abord, ce prix de production, quand on parle de prix de production, c'est le prix de revient, c'est la somme des coûts de production. Et comme vous le voyez sur ce schéma, il y a 3 postes essentiels. Le poste du foncier, il faut bien un foncier pour construire, on en a bien parlé ce matin, des matières premières de construction, et puis un savoir-faire qui se rémunère. Et notamment, on voit d'abord, il faut de la dette, parce que ça coûte très cher, contrairement à tout autre objet produit, ça coûte excessivement cher. Et donc, il faut, notamment quand on monte une opération immobilière, il faut emprunter. Il faut mettre également des fonds propres. Et là-dessus, tout cela, c'est le prix de revient. Alors, on confond souvent la marge avec les frais annexes de gestion du promoteur. Il faut savoir qu'en fait, la marge rémunère les fonds propres avancés par le promoteur qui prend un risque dans le tour de table financier et notamment, il a besoin d'apporter ses fonds propres pour obtenir cette dette. Donc la première chose qu'on voit, c'est que le prix du foncier est un prix très important. Il peut, dans certains cas, idéalement, on disait il y a une vingtaine d'années, c'est un tiers, un tiers, un tiers. On voit bien que dans certains cas, il peut représenter plus de la moitié, voire 2/3 du prix de revient. Donc ce qu'on voit bien, c'est que il est complexe puisqu'on a, deuxième raison, un mécanisme de compte à rebours. C'est que le prix de production, en fait, le prix de l'immobilier est déterminé non pas en fonction de ces trois composants qu'on additionne, mais en fait, le promoteur va déterminer le prix du foncier en fonction de ce qu'il peut vendre, en fonction du prix de sortie de l'immeuble. Et ce prix de sortie de l'immeuble, il est déterminé par la demande, il est déterminé par des demandeurs. Et là, ça se complexifie aussi pour la troisième raison, c'est que ceux qui vont demander ce bien immobilier vont le demander pour plusieurs raisons. D'abord, comme un habitat. Donc, c'est ce qu'on appelle la demande pour occupation propre. C'est généralement les ménages, bien sûr, dans le cas de leur primo-accession ou de résidence principale. Mais on peut également demander ce bien pour des raisons financières, comme un actif qui va rendre une rentabilité financière. C'est tout l'objet de l'investissement locatif dont on a parlé, mais également pour d'autres raisons. Et là, les demandeurs sont non seulement des ménages, mais non pas à titre d'accession ou pour compte propre, mais des investisseurs institutionnels, des bailleurs sociaux, etc. Donc on voit bien, quatrième caractéristique à mentionner, et puis on continuera après, c'est que sur les marchés immobiliers, du fait de cette composante foncière qui est très particulière et du mécanisme classique du compte à rebours qui fait que ce n'est pas le prix du foncier qui détermine le prix de l'immobilier, mais le prix de l'immobilier qui détermine le prix du foncier, qui après reste une base pour les étapes précédentes et qui fait que c'est très difficile d'admettre, quand on a vendu un foncier à tel prix, de le vendre à un prix inférieur. Donc il y a une sorte de phénomène de cliquet. Le foncier ne baisse pas. Donc c'est très compliqué de remonter des opérations immobilières avec des prix fonciers qui restent à la hausse. La quatrième caractéristique, c'est un nouveau mot, c'est que l'offre est inélastique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas produire plus de logements, même si on bouge les prix, même si on fait varier les prix. La quantité ne peut pas être produite à court terme. C'est très long de construire un logement, non seulement par les délais inhérents à la production, mais également pour les autorisations administratives, comme vous le savez. Donc en fait, on a un marché complètement atypique qui est une offre inélastique avec les prix, on ne peut pas produire plus, produire moins, et une demande qui, elle, va déterminer le prix. Et cette demande, la caractéristique, elle est très importante à comprendre pour analyser les marchés immobiliers, on fait souvent la confusion, c'est qu'elle vient, oui, certes, des ménages primo-accédants, mais elle vient essentiellement des investisseurs. Voilà. Alors, du coup, pour répondre à la question, face à cette complexité, pour revenir sur la relation entre prix et qualité, on voit bien d'où viendrait la hausse des prix et comment baisser les prix avec une qualité plus importante. On voit bien que la relation, elle est symétrique, c'est-à-dire si on accroît les coûts de construction par des matériaux de qualité, qui dit qualité généralement dit souvent pénurie de ces matériaux parce qu'il y a une forte demande, puisque si par exemple construit en marbre, évidemment on a des pénuries de matériaux. La qualité de la charge foncière, c'est non seulement le fait que le terrain soit par exemple décarboné ou qu'il ait un accès privilégié, donc il y a une très forte demande, donc forcément il y a un phénomène de rareté. Donc on voit bien que c'est compliqué. Par contre, je rappelle quand même qu'il y a eu un programme, une consultation qui avait été lancée en 1996 qui s'appelle LQCM, c'est-à-dire repenser globalement la production de logements sociaux et de proposer une offre de qualité avec des coûts maîtrisés. Mais ça, c'est dans le logement social. Là, on parle bien du logement privé. Donc, quelle est la marge de manœuvre pour pouvoir justement offrir du logement pas cher, en fonction de ces contraintes déjà inhérentes et qui sont très lourdes quand même, en ajoutant de la qualité? Eh bien, justement, c'est le contexte actuel qui est que on voit bien que ça va passer par un ensemble d'innovations. Et les innovations, elles viennent au niveau du foncier, c'est le bail réel solidaire, ou bien c'est, on a entendu parler, peut-être pas une innovation, mais préempter, donc essayer d'innover dans le fait de faire baisser le prix du terrain. Dans un contexte de rareté, c'est quand même très complexe, c'est peut-être pas la solution la plus immédiate. La deuxième, c'est de réfléchir à des matériaux de construction, à des circuits courts, à d'économie circulaire, où dans un premier temps, le process coûte plus cher, mais avec l'innovation, on va arriver à un phénomène de production de masse et d'économie d'échelle. Et la troisième modalité, c'est bien sûr de jouer un peu sur ce poste de frais annexes, qui est quand même très complexe et très opaque. Ces frais annexes, je vous rappelle, c'est la dette. Donc là, actuellement, c'est plutôt compliqué puisque les taux d'intérêt montent et qu'il n'y a pas de dette possible, vraiment. Donc ça va être sur les frais de gestion du promoteur ou, on va dire, sur la marge. Mais là, encore une fois, je tiens à rappeler que la marge ne fait pas partie du prix de revient. D'accord? Donc il y a confusion, vraiment. Beaucoup d'architectes disent oui, c'est les promoteurs qui prennent toute la marge et donc du coup, nous, on ne peut pas être rémunérés. Donc revenons sur ce poste 3. Et c'est là qu'on voit que l'architecte, notamment dans un contexte de transition écologique urbaine où il faut réfléchir aux besoins, il faut réfléchir à long terme aux côtés de l'urbanisme de la ville, l'architecte a son mot à dire. Et un des grands enjeux aujourd'hui, alors j'ai peut-être oublié de passer la slide, je laissais Corinne le faire, un des grands enjeux, on le voit bien, je te laisserai rebondir là-dessus, c'est que l'architecte, il est justement à la croisée des deux mondes. Le monde quantitatif, qui est le monde du promoteur immobilier, qui va raisonner en termes de quantité de production de logements. On l'a dit tout le temps, les mètres carrés, des mètres carrés, des mètres carrés, des nombres de logements. Et on peut aussi raisonner en termes de qualité de logement. Et là, on a plutôt le discours de l'architecte. Et c'est important aujourd'hui, dans ce contexte très précis de transition écologique urbaine, de transition sociétale, de réfléchir au modèle de production du logement qui est celui du modèle quantitativiste de l'après-guerre, et principalement des années 60 avec le développement de la promotion immobilière, à un modèle aujourd'hui plus sobre, décarboné et qui met en valeur l'acteur qui est au milieu et l'architecte. Et qui en France, il faut bien le reconnaître, et on en reparlera, à la différence des autres pays, et notamment des pays limitrophes, que ce soit la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, intervient à tous les moments du process de construction et pour tout mètre carré, dès qu'il y a 1 mètre carré de construit, il est appelé. Parce qu'il a le savoir-faire et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Corinne Langlois, je vais vous
passer la main effectivement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui était intéressant, qui résonne beaucoup, je trouve, avec ce qui a été dit ce matin à la conférence avec le ministre. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement d'autres possibilités d'imaginer de nouveaux modes pour construire les projets, notamment à travers les appels d'offres un peu expérimentaux qu'on a, notamment sur Engagé pour la qualité du logement de demain? Est-ce que vous aurez des exemples à nous donner? Alors, des exemples, on en aurait 97, donc ça fait quand même un petit peu beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ça paraît contradictoire de dire on va avoir un logement abordable et en même temps un logement de qualité. Mais en fait, c'est juste parce qu'on accepte le système que vient de décrire Ingrid sans le re-questionner, notamment par rapport au contexte actuel. On a un système qui est vraiment très séquencé, un peu comme, moi je compare souvent ça à la manière dont on produisait les voitures dans les années 70. On commandait une voiture, il y avait un truc qui se passait, une séquence d'acteurs, et à la fin, on récupérait une voiture. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce rapport aux usages. On est sur beaucoup plus d'interactions et de ponts, de porosité entre les acteurs. On a beaucoup plus d'interventions extérieures, de composants qui vont intervenir et qui vont faire qu'on n'a plus cette espèce de séquence linéaire de production. Dans notre vie quotidienne, on est beaucoup là-dedans. Et on voit très bien que dans la production du logement, alors c'est presque une caricature en commande publique, on a une commande, je veux un logement de tant de mètres carrés, etc. Ok, tu veux un logement, d'accord, laisse-moi faire. Je te produis un logement et à la sortie, tu récupères ce que je t'aurais produit. C'est plus ça qui est attendu. Il y a besoin beaucoup plus d'interaction et de porosité. Et c'est un peu l'objectif du programme expérimental engagé pour la qualité du logement de demain. C'est d'avoir des expérimentations avec un trio d'acteurs, maîtres d'ouvrage, collectivités locales, architectes, plus une équipe de recherche intégrée, pour arriver à recomposer ces alliances et à travailler sur l'ensemble de la filière de production, de l'amont, du très amont, c'est-à-dire y compris rechercher le foncier, comment on finance, etc., jusqu'à la sortie, avec une réappropriation aussi de leur rôle par les collectivités locales qui ont à la fois l'initiative, maintenant les collectivités locales font de la programmation de l'habitat et font de la programmation urbaine. Donc à un moment donné, décider combien et où ça va se faire, c'est la collectivité locale qui le décide. Ensuite, accessoirement, elle délivre des permis de construire, donc elle a une capacité de veto, et par la règle, elle peut dire aussi beaucoup de choses. Et à la fin, quand tout le monde est parti, c'est quand même elle qui gère les habitants et éventuellement les problèmes qui vont avec. Donc la collectivité elle a un rôle aussi de continuité. Donc il faut la repositionner. Et quand on a fait l'analyse de la décomposition des projets en reprenant les schémas d'Ingrid, mais en les mettant à l'horizontale, c'est ce que représente ce schéma-là. Donc vous avez bien les mêmes composants sur la partie centrale. On a rajouté l'énergie parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas rien le coût de l'énergie dans le coût de production d'un logement, mais on a rajouté l'aval et on a rajouté l'amont. Et ce qu'on a rajouté aussi, c'est tout le temps de travail des acteurs. C'est qui travaille, qui donne du temps et de la compétence, pour quoi faire, et est-ce que ces gens-là sont bien identifiés, valorisés, est-ce que leurs missions sont bien repérées et valorisées. Et en fait, on se rend compte que, non. Et quand on dit, par exemple, les frais annexes, on a un truc qui s'appelle honoraire, mais à quoi ça correspond honoraire en termes de temps de travail, en termes de compétences? On ne sait pas. Et derrière, si on travaille sur la durabilité, Ingrid parlait
de cycle court. On entend de plus en plus parler de réversibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a... D'abord, il faut concevoir quelque chose qui puisse se réparer, évoluer. Donc ce n'est pas du tout avec les mêmes techniques constructives, les mêmes matériaux qu'on arrive à faire ça. Et ça veut dire aussi derrière qu'il faut redévelopper de la compétence, du travail et localement. Donc réactiver des filières artisanales, réactiver des savoir-faire et revaloriser ceux qui conçoivent, donc toute la partie de maîtrise d'œuvre. C'est quand même un bouleversement complet de schémas, de chaînes de valeur. Et ça, c'est le travail qu'on conduit actuellement. C'est pas simple. Alors, moi, je voudrais vous m'entendez? Je voudrais terminer par 2 points qui semblent aujourd'hui complètement incohérents et aberrants dans le contexte actuel de la transition écologique urbaine, et notamment du changement climatique. La première chose, c'est qu'on voit bien que l'architecte qui a perdu ses lettres de noblesse, on peut le dire, il faut le dire d'ailleurs, ces dernières années, notamment avec le développement de la promotion immobilière et notamment la VFA publique, le développement de la production de logements sociaux, où l'architecte n'est plus mis en amont du projet. Aujourd'hui, on voit qu'il est essentiel, indispensable de faire comme dans les autres pays européens, d'intégrer l'architecte au cœur de la réflexion. Il a tous les savoir-faire, il a toutes les compétences, il a notamment cette capacité holistique d'être au cœur du sujet. Il n'en a pas encore les moyens. Et d'ailleurs, un des paradoxes en France, c'est qu'il est toujours considéré comme une charge. C'est-à-dire que sa rémunération est liée au coût de construction. Là vient la première aberration. C'est-à-dire que si on veut réduire les coûts de construction pour réduire le prix, si on veut réduire aussi la quantité des matériaux, on parle de frugalité, on parle de beaucoup d'inventions et d'innovations, comment rendre l'équation intéressante pour l'architecte, puisqu'il est rémunéré en fonction du coût de production, du coût de construction et comme une charge. Donc on voit bien qu'il faut changer son mode de rémunération et prendre en compte enfin sa valeur économique. Mais parler d'économie à un architecte, c'est parler de finance à un architecte et c'est parler pratiquement de 2 mondes qui s'ignorent. Donc là, c'est déjà un premier objectif. La deuxième chose aussi qui est à prendre en compte, à partir d'aujourd'hui, je dirais, on est en train de transformer nos consciences par rapport au changement climatique et au besoin de produire différemment. La deuxième chose, c'est de raisonner non plus le prix immobilier comme la somme des coûts de production avec un compte à rebours et un prix qui est déterminé en fonction d'une localisation et d'une quantité et d'une surface. Mais aujourd'hui, il serait très intéressant de réfléchir à un prix du logement qui soit lié à l'économie des coûts engendrés pour l'usager. Est-ce que mon logement, du fait de sa conception, on parle de confort d'hiver, de confort d'été, me permet de faire des économies d'énergie? Donc en fait, c'est un coût d'opportunité, vous voyez, de prendre en compte ce coût d'opportunité lié aux économies d'énergie et autres, et en lien également avec la qualité architecturale du bâti qui fait que je n'ai pas à le rénover tous les 10 ans ou que je n'ai pas à avoir un logement qui se détériore très vite. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui un paradigme nouveau. Alors bien sûr, ça dérange, ça heurte. Mais je tiens quand même à préciser qu'en France, j'ai fait des études à l'international, la situation de l'architecte en France est quand même aberrante. En Suisse, dès le premier mètre carré construit comme en Belgique, on fait appel à l'architecte. En France, c'est 120 mètres carrés, je ne me trompe pas? 150 mètres carrés, et certainement pas non plus dans les lotissements de maisons individuelles. Donc vous voyez, on retrouve tous les débats qu'on a eu ce matin dans la salle, on pourrait très bien les regarder avec l'angle de l'architecture, qui aujourd'hui, je le maintiens, et nous sommes actuellement en train de mener des efforts pour lancer une nouvelle perception de l'économie de l'architecture, pour justement remettre l'architecte dans la chaîne de valeur économique, de le rémunérer à la juste valeur qu'il apporte et de reconsidérer le prix et la valeur de l'immobilier, non pas comme un simple prix de revient, mais également comme une sorte d'économie de coût d'opportunité. Corinne Langlois. Ah. Il nous reste une petite minute. Oui, mais... mais vous pouvez conclure. C'est totalement complémentaire, en fait. Ce qu'on voit très bien, moi, j'élargirais aussi vraiment à la question de la revalorisation des compétences.
quand on est dans le système actuel, pour tous ceux qui ont vécu des grands projets de transformation urbaine, par exemple, et d'ailleurs les architectes le disent, hein, on a un problème de qualification aussi dans le bâtiment. Donc on a des gens qui ont des ouvriers autres qui ont de moins en moins de savoir-faire. Ben évidemment, quand on paye les gens au lance-pierre et que ce qui compte dans le produit, c'est le coût des matériaux et c'est pas le travail de mise en œuvre, il y a un problème. Donc on a un problème de dévalorisation du travail et des compétences qui fait que ça peut mener qu'à un choc au bout du compte, enfin qu'à un effondrement, pas un effondrement, mais en tout cas, on va se prendre le mur, quoi, si on ne se l'est pas déjà pris. Et que là, il y a vraiment besoin, pour changer de modèle, et la transition écologique est vraiment un atout pour ça, de repenser les compétences, les savoir-faire pour leur redonner de la valeur. C'est moins le matériau, le terrain qui doivent avoir de la valeur, c'est plus les savoir-faire de production et de conception, enfin, les savoir-faire et les compétences qui vont permettre d'avoir une qualité finale plus grande. Et pas forcément à plus grand coût. Quand vous savez réparer un vélo, globalement, votre vélo, au bout du compte, il vous coûte moins cher que si vous en achetez un neuf. Hein. Donc c'est juste, il y a vraiment un vrai sujet de compétences. Et c'est une révolution, et avec des enjeux d'emploi local qui sont aussi des facteurs de développement économique. Donc ce n'est pas contradictoire pour moi. Eh bien, merci beaucoup pour cette première conférence sur ce sujet. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes. Le seul message, c'est épaulez-nous. Épaulez-nous et aidez-nous justement à travailler là-dessus ça sera bon pour la survie de tout le monde. Message reçu. Nous allons passer après